La rentrée scolaire, c'est lundi et posons-nous la question justement de savoir si une nouvelle école est possible. Je pense à une école qui serait reconnectée à l'enfant ou aux défis du monde. En tout cas, notre invité répond oui à ces changements. Marie-Laure Viaud, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Lille-Nord. Alors quand je dis que vous dites oui, je ne peux pas prendre la parole à votre place, mais c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage « Changer l'école » aux éditions Nathan. Alors on parle ici, donc précisons-le, de l'école française. Que lui reprochez-vous ? Alors, il y a un accord assez général, je pense, sur le fait que l'école ne remplit pas bien les missions qui sont les siennes, sur 3 plans. Aussi bien le plan des connaissances, on a beaucoup d'indicateurs qui disent que les niveaux atteints ne sont pas les niveaux qu'on attendrait en français, en anglais, en mathématiques, enfin, on ne va pas prendre les chiffres. Sur le plan du bien-être, on peut prendre un seul chiffre, c'est au collège, une enquête montre que 71% des adolescents disent qu'ils s'ennuient. C'est quand même énorme. Et sur le plan de la formation des citoyens, on a besoin de former pour le monde de demain, pour les enjeux qui sont énormes, d'un monde très incertain qui est à venir. On a besoin de citoyens qui savent prendre des initiatives, qui savent travailler en équipe, qui soient dans une optique de coopération, une optique d'entraide. Et tout ça, ce sont des choses à laquelle l'école aujourd'hui ne forme pas suffisamment. Oui, vous dénoncez le fait qu'il n'y ait zéro action collective, qu'il y a une trop grande segmentation des savoirs et vous dites justement que oui, une autre école est possible. Vous prenez les pédagogies différentes. De quoi parle-t-on quand on parle de ces pédagogies ? Alors, les pédagogies différentes, c'est un ensemble de pratiques qui sont très anciennes. Montaigne disait déjà au XVIe siècle qu'il valait mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans l'ensemble des pays du monde au début, dans les années 1920, après le choc de la Première Guerre mondiale, où en fait on s'est dit il y a tant de soldats qui sont allés se faire tuer sans dire non, et enfin il y a eu tout ça. Donc il faut apprendre aux gens à être critiques, à savoir dire non, il faut former autrement. On s'est dit la même chose après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, vous pensez aux méthodes Montessori, aux méthodes Freinet, c'est former, enfin, rendre les enfants plus actifs, partir de leur centre d'intérêt, les responsabiliser, etc., etc. Alors, selon vous, cette école-là fonctionnerait davantage, elle mènerait davantage l'élève, le jeune de manière générale, vers un plaisir d'apprendre, à regagner en motivation et en confiance en soi. Ce sont des valeurs qui sont perdues, vous pensez, au niveau de l'éducation nationale classique aujourd'hui ? Alors, c'est des valeurs qui ne sont pas assez développées, c'est certain. Et il y a eu tout un ensemble de recherches. Quand je dis que ces pratiques fonctionnent, ce n'est pas selon moi. Moi, je suis chercheuse et ça fait 25 ans que mon travail, c'est de suivre des écoles, des classes qui fonctionnent. Et j'ai monté avec une collègue, Marianne Hugo, un réseau de chercheurs sur les pédagogies différentes. On a fait des journées de recherche, des colloques, on a publié des actes. Il y a de plus en plus en fait de recherches sur ces pédagogies depuis 20 ans et ces recherches sont unanimes. Alors comment expliquez-vous qu'elles soient si peu développées dans notre pays, finalement en France? Il y a trop peu, très peu, dites-vous, d'écoles qui présentent un autre système. C'est une question compliquée parce qu'il y a un double discours en France. Il y a d'une part un discours officiel de soutien à l'innovation depuis au moins 20 ans. Il y a des prix de l'innovation, des journées de l'innovation, on dit qu'il faut innover. Et en même temps, dans les faits, l'institution ne les soutient pas. Et ça à tous les niveaux, aussi bien dans le privé que dans le public. Mais c'est quoi, il se heurte au modèle républicain ? Ça dépend. Enfin, soit c'est pas soutenu, soit on leur met des bâtons dans les roues. Mais à chaque fois, le fait est que rien ne les incite à se développer. Je vais prendre un exemple. Il y a une recherche en 2013 très intéressante de Reuters, Condette et Boulanger. Ils ont pris un ensemble de projets qui demandaient, enfin, dans l'éducation nationale, on peut faire des projets pour demander à innover. Ce qu'aujourd'hui, Macron dit qu'il va inventer avec l'école du futur, en fait, ça existe depuis 20 ans. On peut demander de l'argent pour des projets innovants. Et donc, ils ont étudié cette somme de projets déposés sur une année et lesquels étaient retenus. Et en fait, ils ont vu cette chose incroyable que les projets peu ambitieux, du type on va faire 10 minutes de yoga à l'école, on va ajouter une demi-heure de lecture, etc. Ça, pas de problème, on leur donnait de l'argent. Mais les projets vraiment ambitieux étaient tous retoqués. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Les petites innovations qui vont pas changer l'ensemble du système, qui vont pas remettre en cause son fonctionnement, elles sont acceptées, elles sont soutenues. Mais dès qu'on touche à autre chose, là non, c'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce que pourquoi est-ce que ça marche dans des pays du Nord ? Pourquoi ça marche énormément en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis ? Justement, qu'est-ce qui freine en France ? Alors,
on a fait une enquête, enfin une recherche, où on a comparé justement des pays où ces pédagogies étaient soutenues, où elles se développaient pas, où elles se développaient, et des pays comme la France où ça ne marchait pas. Et en fait, la conclusion de cette comparaison internationale, c'est que dans les pays à tradition centralisatrice, comme la France, comme le Chili, comme l'Italie, et dans les pays où on donne la priorité au savoir académique, ces pédagogies sont freinées. Par contre, l'inverse, dans les pays comme le Québec, comme les pays du Nord, etc., comme les États-Unis, où il y a une tradition d'initiative locale et où on donne la priorité à l'épanouissement de la personnalité, là, il y a un soutien, il y a un développement de ces pédagogies. Je vais retenir une phrase, on va conclure sur ça, dans votre ouvrage, donc Changer l'école. Vous dites « Ce qui va dans le sens de l'épanouissement de l'enfant en France est suspecté d'éloigner de l'essentiel, ça veut dire des apprentissages académiques. » Et voilà, on en est là. Merci beaucoup, Marie-Laure Villot, d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette possibilité de nouvelle école, ouvrir les esprits. Merci beaucoup. Voici donc pour cet ouvrage et merci à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal comme d'habitude sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité.